Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici tout de suite le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputé Marc Botenga sera mon invité, l'occasion d'évoquer les étapes du déconfinement, la stratégie de vaccination dans l'Union européenne et le certificat vert. La construction européenne et les personnages emblématiques, nous vous parlerons de Nicole Fontaine. Voyager dans l'assiette, direction l'Europe de l'Est aujourd'hui avec la recette de la babka, une brioche très moelleuse. Les expressions populaires, renoncer à deviner, les Français disent donner sa langue au chat, les Grecs, eux, disent avaler sa langue. Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Aujourd'hui, je reçois Marta de Cidrac. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sénatrice, secrétaire de la Commission des Affaires européennes et également la nouvelle présidente de la Maison de l'Europe des Yvelines. Vous succédez à l'ancien député Pierre Lequillet. Comment vous êtes-vous retrouvé embarqué dans cette aventure ? Alors écoutez, je me embarquais peut-être un peu fort, mais j'ai une vraie passion européenne. Je suis à Saint-Germain-en-Laye, je suis Saint-Germainoise de très longue date. Quand on habite dans une ville comme Saint-Germain-en-Laye, on ne peut pas ne pas s'intéresser à l'Europe. Nous avons le lycée international, nous avons une forte communauté européenne et moi-même j'ai des origines bulgares par ma mère. Donc l'Europe est quelque chose d'assez naturel chez moi. Et lorsque Pierre Lequillet, donc le président qui était sortant, et Régina Lecointe, la secrétaire générale, m'ont contacté pour me proposer d'intégrer la Maison de l'Europe. Ma réponse positive, finalement, s'est imposée assez aisément et j'en suis très honorée et très heureuse de l'avoir acceptée. Alors, la Maison de l'Europe des Yvelines a été créée il y a un peu plus de 20 ans par Régina Lecointe. Elle en est toujours aujourd'hui, elle est secrétaire générale, vous l'avez dit. Régina Lecointe, comme la Maison de l'Europe des Yvelines, ce sont un peu des institutions. Quel regard portez-vous sur cette longévité ? Ça prouve en fait justement que c'est tout à fait logique que dans un département comme le nôtre, nous ayons une maison de l'Europe. Parce que nous avons une population qui bouge, nous avons une population jeune aussi qui voyage, nous avons une population qui s'intéresse à ce qui se passe en dehors de nos frontières françaises. Et comme la Maison de l'Europe a l'une de ses missions, c'est aussi d'encourager la mobilité de nos jeunes, c'était un outil très intéressant, je dirais même important maintenant pour aider à des jeunes de pouvoir découvrir d'autres pays, d'autres langues, d'autres cultures qui quand même font partie de cette grande communauté européenne. Et je crois que c'était assez naturel que nous ayons une Maison de l'Europe dans les Yvelines. Et la mobilité justement des jeunes, c'était le point, enfin c'est le point central de la Maison de l'Europe des Yvelines. C'est l'un des points forts effectivement de la Maison des Yvelines, de la Maison de l'Europe des Yvelines, puisque vous savez que nous essayons de répondre à des appels à projets. Nous répondons aussi à beaucoup de demandes qui peuvent émaner de différentes institutions. Nous faisons beaucoup de choses en partenariat, y compris avec les missions locales des Yvelines, puisque ça permet à des jeunes qui peut-être dans un cadre familial n'auraient pas l'opportunité d'aller faire un stage, de découvrir un autre pays et donc une autre culture. Or, la Maison de l'Europe est là pour ça. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très bien, de très positif, de très encourageant, je dirais même d'enthousiasmant pour nos jeunes. Et quelles sont les autres missions, justement, de la Maison de l'Europe des Yvelines ? De faire connaître l'Europe. Je crois que on peut partir par la base, c'est important, puisque la Maison de l'Europe des Yvelines aussi a comme vocation de sensibiliser nos scolaires, quel que soit leur âge, à ce qu'est l'Europe aujourd'hui, ce que l'Europe peut apporter à leur propre pays, mais aussi ce que notre propre pays, la France, peut apporter à l'Europe. On a parlé de différents sujets à différentes occasions, que ce soit sur le volet environnemental, que ce soit sur le volet touristique, que ce soit sur le volet industriel. Je pense qu'il est nécessaire que nos concitoyens se familiarisent avec l'Union européenne, avec l'Europe, avec son histoire aussi, et que les échanges puissent se faire. Et moi, je suis convaincue que ça passe aussi par notre jeunesse. Donc ces partenariats que nous avons avec des établissements me semblent aller dans le bon sens.
Et au bureau de la Maison de l'Europe, vous êtes entouré de 2 vice-présidents, Franck Hédard, rédacteur en chef et présentateur à M6, et Stéphanie Terre, proviseure adjointe du lycée Le Corbusier à Poissy et première adjointe à Marly-le-Roi. Alors qu'est-ce qui vous rassemble ? Est-ce que c'est la même envie de faire connaître l'Europe ? Oui, je crois. Je connais les 2 personnes que vous avez citées et moi je me réjouis de tout le travail que l'on aura à faire dans la continuité de ce qui a été fait jusque-là par Régina Lecointre et aussi par Pierre Lequillet. Et maintenant les problématiques sont peut-être différentes. On a le sujet du Brexit qui nous a aussi beaucoup occupés ces derniers mois. Voilà, il y a des challenges à relever, il y a encore des enjeux dont il faut se saisir, auxquels il faut répondre. Et je pense que nous allons faire, allez, je vais le dire, un bon job, j'espère. Et en votre qualité de présidente, quelle énergie pensez-vous à insuffler ? Est-ce que vous avez déjà des envies, des priorités sur lesquelles vous travaillez avec les équipes de la mission de la Maison de l'Europe, pardon ? Alors moi, lorsque je me suis présentée puisque j'ai été élue par le conseil d'administration, dans mes propos liminaires, j'avais dit que je souhaitais être, je l'espère, une très bonne ambassadrice pour la Maison de l'Europe des Yvelines. Et donc, c'est un peu comme ça que je vois aussi ma mission, puisque je suis membre de la Commission des Affaires européennes au Sénat. Nous avons donc des liens assez forts. C'est une commission qui est assez dynamique. Nous auditionnons très régulièrement, que ce soit des parlementaires européens, que ce soit les commissaires, que ce soit notre ministre Clément Beaune. Et donc, j'espère pouvoir être utile pour faire cette connexion avec des instances qui sont au-delà peut-être de notre territoire pour pouvoir bénéficier de toute cette expertise que l'on peut avoir au national. Alors depuis le début de cette interview, vous évoquez justement un dynamisme qu'on ressent bien. C'est justement une valeur importante pour vous d'être dynamique au sein de la Maison de l'Europe ? Oui, parce que pour toutes ces personnes et tous ces concitoyens peut-être qui ne connaissent pas suffisamment l'Europe et ce que l'Union européenne peut faire. L'Union européenne, c'est une véritable ruche avec beaucoup de dynamisme. Et donc je crois qu'il faut s'y intéresser de près parce que c'est aussi comme ça que nous, Français, nous serons plus forts. Ça peut paraître paradoxal ce que je vous dis, mais moi je crois beaucoup au dynamisme collectif. Aujourd'hui, les enjeux sont mondiaux. Vous savez, quand vous avez des puissances comme la Chine, comme les États-Unis, la Russie, toutes ces puissances émergentes aussi que l'on peut deviner ici et là, l'Europe est nécessaire pour que des pays au sein de l'Union européenne puissent également faire valoir leur propre vision du monde. Et je pense que ce n'est vraiment que unis et ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Et très modestement, nous, dans la Maison de l'Europe des Yvelines, écoutez, on va essayer de faire ce travail-là. Et alors l'Europe fait parfois débat, hein, certaines personnes la critiquent. Alors d'un point de vue personnel, pour vous, qu'est-ce que l'Union européenne ? Quelle image est-ce que vous en avez ? À titre personnel, moi j'ai une image assez positive, même si je peux être critique ici et là sur un certain nombre de sujets. On a eu dernièrement cette polémique, oui, on peut dire polémique autour de la vaccination et des vaccins. Ça veut dire aussi qu'il faut que tout en aimant et en essayant d'aider d'une certaine manière aussi l'Union européenne à mieux se construire, nous sommes en éternelle évolution, ne pas perdre de vue et être critique, hein. On n'est pas dans une béatitude et dans une espèce d'admiration sans borne, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit, avoir la capacité de critiquer ce qui ne va pas pour pouvoir l'améliorer, pour que ça ne se reproduise pas, pour que nous puissions là encore avancer tous au mieux. Et je crois qu'il est très important que chacun de nous contribue à tisser ce lien entre nous. On a bien vu qu'il peut y avoir des distorsions, des incompréhensions entre peuples européens. Et ça, je crois qu'une institution comme la Maison de l'Europe peut aider à casser certaines barrières qu'il peut y avoir, certaines incompréhensions, des voix de nos concitoyens. Lorsque quelqu'un m'interroge, mais là, l'Union européenne a fait n'importe quoi, c'est quoi ces décisions du Conseil, c'est quoi ces décisions de la Commission, c'est quoi ces décisions du Parlement, à nous, membres de la Maison de l'Europe, faire valoir tout cela, à l'expliquer, l'accompagner avec beaucoup de pédagogie. Et je crois que c'est vraiment le sens même de ce qu'une institution peut faire dans nos territoires. Et on pourra réévoquer toutes ces thématiques dans d'autres émissions. Merci beaucoup, Martha de Cidrac, d'avoir été avec nous sur Sensation.
Comme chaque semaine, nous vous faisons découvrir celles et ceux qui ont participé à la construction européenne. Aujourd'hui, Nicole Fontaine. Retour sur son parcours avec la Maison de l'Europe et le Centre Information Europe Direct. Zone Europe. Nicole Fontaine est née le 16 janvier 1942 à Grainville-Imoville en France. Elle étudie le droit à Rouen et à Paris. Elle effectue un doctorat en droit public et est diplômée de Sciences Po Paris. Avocate, elle commence sa carrière politique comme responsable des relations entre les établissements privés d'enseignement et les pouvoirs publics. Elle est élue eurodéputée en 1984 et y occupe la vice-présidence où elle se consacre principalement à des projets pour l'éducation des jeunes, la reconnaissance mutuelle des qualifications universitaires et les droits des femmes. Elle occupe la présidence du Parlement européen de 1999 à 2002 et devient la deuxième femme présidente de cette institution. Dans son premier discours au Conseil européen à Tampere, en octobre 1999, elle souligne l'importance de tenir compte des préoccupations quotidiennes des Européens. Elle plaide pour une approche ambitieuse visant à doter l'Union d'une charte des droits fondamentaux. Elle signera la charte des droits fondamentaux au nom du Parlement européen en décembre 2000. Elle œuvre pour réformer les méthodes de travail au Parlement et de le rendre plus proche des citoyens. Durant son mandat, elle supervise l'adoption de l'euro et ses compétences diplomatiques sont particulièrement reconnues. Elle obtient en 2000 une poignée de main historique entre les présidents des parlements israéliens et palestiniens. Elle quitte le Parlement européen en 2002 et devient ministre de l'Industrie au sein du gouvernement français. Son engagement pour les droits des femmes l'amène à la tête de la fondation CEL qui lutte contre l'exploitation sexuelle. Réélue au Parlement européen en 2004, Nicole Fontaine enseigne également au sein de l'Université de Nice Sophia Antipolis et de l'ECSP Europe. Tout au long de sa vie, elle participe au débat pour améliorer les institutions européennes. Peu avant le référendum du Brexit, elle écrit un livre, Brexit, une chance, repenser l'Europe. Elle met en garde contre les risques d'une Europe fragile. Ses travaux soutiennent la nécessité d'une Europe plus unie et démocratique qui réponde mieux aux besoins de citoyens. Nicole Fontaine décède le 17 mai 2018 à l'âge de 76 ans. Elle reçoit durant son vivant plusieurs prix pour récompenser son engagement et son travail pour l'Europe, notamment la médaille Robert Schuman et la médaille de commandeur de l'Ordre national du mérite. Zone Europe, l'invité politique. Bonjour Marc Botenga. Bonjour. Vous êtes eurodéputé belge, membre du groupe de la gauche au Parlement européen. Vous êtes également membre de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie. Merci de revenir avec nous dans Zone Europe une nouvelle fois pour refaire un point sur la stratégie et la gestion de la crise sanitaire par l'Union européenne. Vous êtes engagé pour la transparence des contrats entre la Commission et les grands groupes pharmaceutiques sur les vaccins. Quelques mois après, est-ce que vous avez été entendu ? On a certainement été entendu pour tout le bruit qu'on a fait. Est-ce qu'on a été écouté? Je ne pense pas. Je pense que la Commission européenne a été obligée de publier une série de contrats, mais avec très peu de transparence finalement, donc beaucoup de censure, beaucoup de parties comme ça noircies. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises pharmaceutiques n'ont pas voulu et donc il nous faut augmenter encore la pression. Après, on est content qu'au moins on a obtenu une partie et non seulement dans des petites salles de lecture obscures à la Commission européenne, mais même publiées sur Internet. Donc ça montre qu'en mettant la pression, on peut obtenir des victoires. Alors ces contrats, en tout cas, ils n'ont pas été totalement respectés. Les vaccins AstraZeneca ont connu des problèmes d'approvisionnement. On le sait, toutes les doses prévues ne sont pas arrivées à temps. La Commission a d'ailleurs attaqué en justice le groupe AstraZeneca. Est-ce que vous soutenez cette action en justice ? Elle a annoncé qu'elle voulait aller en justice pour faire respecter le contrat. Après, il faut voir, est-ce qu'effectivement ça va nous permettre de faire respecter le contrat, d'obtenir des dédommagements. Je suis plutôt sceptique par rapport à ça. Mais surtout, ça ne résout pas le problème dans l'immédiat. Donc dans l'immédiat, nous avons besoin de plus de vaccins en Europe, mais aussi au niveau mondial. Et donc là, on se trouve avec une pénurie qu'on ne va pas pouvoir résoudre avec une action en justice qui va durer des mois ou voire des années. Alors pour accélérer la vaccination, vous avez demandé aux grands groupes pharmaceutiques qu'ils partagent leur technologie. Aujourd'hui, est-ce qu'on se donne tous les moyens pour vaincre ce virus ? Non, c'est ça le problème, je veux dire, en limitant la production des vaccins, parce que c'est ce qu'on fait quand on maintient les brevets privés. Donc un brevet, ça donne un monopole sur un vaccin ou un médicament à une entreprise ou à quelques entreprises. En disant aujourd'hui, il n'y a que certaines entreprises qui peuvent produire le vaccin, mais il y a des pays qui n'en ont pas, je veux dire, ou très peu. On le voit dans ce qu'on appelle les pays en voie de développement, qui manquent cruellement de vaccins. Donc
libérons le brevet, faisons un transfert technologique et alors tous ces pays qui veulent le produire et qui peuvent le produire, hein, parce que ces pays-là ont des usines. Donc on dit souvent non, on peut le produire qu'en Occident, c'est faux. Il y a des usines partout dans le monde qui peuvent le produire. Ben, donnons le droit à ces pays pour le faire. Alors pourquoi les grands groupes pharmaceutiques ont refusé votre proposition? Que vous ont-ils répondu? Quels sont leurs arguments? C'est une question de profit. Donc Pfizer est très clair là-dessus. Ils disent voilà, non, nous on ne prévoit pas par exemple de nouvelles capacités de production en dehors de l'Europe et des États-Unis avant la fin de la pandémie. Donc c'est une question évidemment, ainsi ils organisent la pénurie et ils peuvent aussi augmenter les prix. Donc on a eu les fuites de certains PDG de Pfizer qui disaient à Goldman Sachs, etc., nous prévoyons d'augmenter les prix. Donc nous voulons aller, aujourd'hui on est à 15,50 € plus ou moins la dose. On va aller vers 19,5 dans le suivant contrat de l'Union européenne, mais Pfizer aux États-Unis a annoncé qu'il voudrait aller jusqu'à 148 € la dose. 148 € la dose. Et donc l'idée, c'est le profit. On voit vraiment cette contradiction entre profit et santé publique. Et la Commission européenne, elle est le client, elle n'a aucun moyen de contrer cette stratégie? Bien sûr que si. D'ailleurs, il y a une proposition concrète au niveau de l'Organisation mondiale du commerce qui est portée par une coalition de 118 pays quand même. Même Joe Biden, le président américain, est en train de réfléchir à ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose sur les brevets, les suspendre, etc. La Commission européenne est obstinée, elle n'écoute que Big Pharma et donc elle n'ouvre absolument pas, elle est dans un dogmatisme assez inquiétant. Elle devrait au niveau de l'OMC soutenir la proposition faite par ces 118 pays avec l'Afrique du Sud, l'Inde, etc. Il y a un moyen, utilisons-le. Et pourquoi alors la Commission européenne ne donne pas un signe positif à cette mesure? Quel est son intérêt dans cette histoire? L'intérêt, je pense, c'est qu'elle a une vision idéologique qui est celle de les entreprises pharmaceutiques, c'est des partenaires. Et avec ça, elle passe en fait à côté d'une divergence d'intérêts qu'il y a. Je veux dire, ces entreprises pharmaceutiques ont un intérêt qui est celui du profit privé, des actionnaires, etc. Elles sont dans le court terme, c'est normal, c'est leur objectif, si on veut, social. Mais la Commission européenne devrait veiller sur la santé publique de tous. Et là, ici, quand cette contradiction est tellement claire entre vaccins pour tous au profit pour quelques actionnaires, la Commission européenne est en train d'être du mauvais côté de l'histoire. Dans l'actualité sanitaire, c'est notamment les variants qui se multiplient encore en Inde, au Brésil notamment. Des mesures de restriction ont été prises dans certains pays européens, notamment sur les voyages. La situation pourrait-elle avoir un impact, selon vous, sur l'efficacité des vaccins? Est-ce que c'est une hypothèse qui préoccupe votre commission au sein du Parlement européen? Bien sûr, je veux dire, l'efficacité des vaccins est évidemment en premier lieu une question médicale. Hein, mais ce qui est vrai, c'est que plus le virus circule, plus il y a des risques de variants différents du virus, que ce soit en Afrique du Sud, en Inde, etc. Et à chaque variant, nous devons nous poser la question sur est-ce que ce vaccin est encore efficace ou pas. Et donc c'est une inquiétude. Parfois la réponse sera oui, parfois peut-être la réponse sera non. Mais donc, et c'est pour ça qu'il faut vraiment vacciner partout dans le monde. Je veux dire, il faut protéger les gens partout dans le monde, parce que si on se protège uniquement en Europe, en Belgique, en France, etc., évidemment, on risque toujours d'avoir ce variant qui nous vient d'ailleurs, au-delà du côté tout simplement humanitaire, humain, de dire c'est pas correct que les gens ailleurs doivent continuer à mourir tandis qu'il y a un vaccin disponible. Alors sur le Brexit maintenant, la comparaison de la gestion de la crise a notamment été un prétexte pour comparer entre la gestion entre les Britanniques et les Européens. À l'heure où nous enregistrons cette émission, près de 11 millions de Britanniques ont reçu déjà la deuxième dose de vaccin, tandis qu'en France, par exemple, nous en sommes à 14 millions de premières doses uniquement. Au jeu de la comparaison, les Britanniques gagnent du coup. Finalement, négocier à 27 pour les vaccins, ce n'était pas une mauvaise stratégie? Moi, je pense que ce n'était pas une mauvaise idée à la base, parce qu'on pourrait dire, face à l'industrie pharmaceutique, on pèse plus lourd si jamais on est 27 plutôt qu'un seul pays. C'était l'argument. C'était l'argument, et je pense que c'est un argument qui a du sens. Le problème, c'est qu'après, avec quelle attitude est-ce que vous allez vers ces négociations? Est-ce que vous allez vers ces négociations en disant « nous allons nous imposer, nous avons des revendications justes, etc. » ou est-ce que vous allez là en disant écoutez, on va accepter ce que les industries pharmaceutiques nous donnent, on accepte le prix qu'ils demandent, on accepte les conditions qu'elles posent, etc. Oui, évidemment, avec ça, on se perd, mais ça, ce n'est pas dû au fait qu'on serait 27 ou un pays, ça a à voir avec l'approche que vous avez des négociations. Et là, c'est clair qu'on doit changer, on doit rompre radicalement avec cette approche de se prosterner devant quelques multinationales pharmaceutiques occidentales. Est-ce que quand même Boris Johnson a gagné son duel face à l'Union européenne? Non, je ne pense pas. Je pense que Boris Johnson, aujourd'hui, ce qu'il a choisi
choisi de faire, c'est effectivement dire moi je donne priorité à une certaine partie de ma population et de la vacciner plus rapidement. Mais le problème dont on a discuté par rapport à l'accès global reste pareil. Je veux dire, la Grande-Bretagne est une île, mais elle n'est pas isolée du reste du monde. Et donc en disant voilà, je protège aussi les brevets, donc j'accepte la pénurie et je vais juste payer plus. Évidemment, payer plus ou accepter certaines conditions plus favorables, évidemment, il ne résout pas le problème mondial. Et le défi que nous avons aujourd'hui, c'est de résoudre le problème mondial. Et je regrette un peu qu'aujourd'hui, on soit dans l'Union européenne contre la Grande-Bretagne. Non, c'est le monde entier contre le virus. Donc il n'y a pas de match, en tout cas, entre deux pays. Autre sujet, la Commission européenne souhaite la mise en place du passeport vaccinal pour cet été, en tout cas. L'été approche, c'est un défi majeur pour le tourisme notamment. L'OMS, elle, s'est prononcée contre le 19 avril. Pour l'OMS, pas de certificat vert vaccinal, jugeant que cela engendrerait des inégalités entre les individus. Alors je crois qu'au sein du Parlement européen, tous les groupes sont contre. Disons qu'il y aura une résolution qui sera votée par le Parlement européen et qui sera pas pareille et qui sera critique, disons, par rapport à la position de la Commission européenne, ce que je trouve une bonne chose. Ceci étant dit, moi je préfère qu'on n'ouvre pas cette porte du tout pour les raisons évoquées par l'Organisation mondiale de la santé. Je pense qu'une fois qu'on commence à attacher des droits au statut sanitaire de quelqu'un, c'est extrêmement, c'est une pente glissante finalement. Je veux dire, on est sur quelque chose, droits fondamentaux, santé, c'est vraiment dangereux. Donc moi je préfère fermer cette porte, la tenir bien fermée. Après, il est vrai que c'est encore plus douteux aujourd'hui quand plein de gens n'ont pas accès au vaccin. Vous savez, parfois on prend, oui, mais il y a un certificat fièvre jaune, ou il y a un certificat, oui, mais là, le vaccin, il est disponible. Si vous voulez aller dans un pays, je ne sais pas, en Afrique qui demande un certificat de vaccination contre la fièvre jaune, ben, vous pouvez avoir votre vaccin. Ici, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peut-être le voudraient, mais qui n'y ont pas accès. Donc c'est une double discrimination qu'on risque d'instaurer, et donc je ne suis absolument pas favorable à ça. Alors pas de passeport vaccinal, mais concrètement, comment on fait cet été pour le tourisme, pour que les gens puissent quand même voyager? Mais la question, elle est beaucoup plus large que les vaccins pour ça. Donc il y a une question de test, il y a une question de quarantaine, donc il y a toute une série de mesures. Donc ça, c'est une partie de l'histoire. Une deuxième partie, c'est exterminons le virus. Je veux dire, exterminons le virus plutôt que de dire « Ah oui, on accepte qu'il y a des gens qui vont devoir vivre avec le virus, qui ne seront pas vaccinés, et d'autres qui auront droit ». Je veux dire, c'est quoi comme raisonnement? Et alors ceux qui ne seront peut-être pas vaccinés à temps parce que la campagne de vaccination prend du retard, comme les jeunes, on va dire aux jeunes, vous ne pouvez pas voyager, vos grands-pères, vos grands-mères, oui, mais vous non. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Comme ça, on construit vraiment une Europe avec des discriminations à deux vitesses qui discriminent sur base vraiment de quelque chose qui ne dépend même pas de votre volonté. Hein. Donc même pas de votre volonté, parce que ce n'est pas vous qui décidez aujourd'hui si vous avez accès ou pas à un vaccin. Merci Marc Boitenga d'être venu dans Zone Europe sur Sensation. Je rappelle que vous êtes eurodéputé belge, membre du groupe de la gauche au Parlement européen et membre de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Voyager dans l'assiette, nous vous faisons découvrir cette semaine la recette de la babka, une pâtisserie de l'Europe de l'Est. Suivez les conseils de Nicolas Bouillard de la Meringuée à Paris. Zone Europe Voyage. Bonjour, Nicolas Bouillard de la Meringuée à Paris. Je vais vous présenter la recette de la babka. Alors la babka est d'origine des pays de l'Est, plus exactement de la Pologne, et elle a beaucoup voyagé jusqu'aux États-Unis d'ailleurs, et elle est revenue à la mode aujourd'hui. Et en fait, c'est une sorte, on va dire, de brioche. Donc moi, je l'ai adaptée plutôt en pâte à brioche, parce que sinon la pâte d'origine était un petit peu sèche, et qui est tressée avec à l'intérieur différents goûts, et ensuite trempée carrément dans un sirop. Dans notre pâte à brioche, ça, c'est 1 kg de farine par exemple, c'est 100 g de sucre, c'est 50 g de levure, 20 g de sel pour ce qui est de la pâte, et à peu près 600 g d'œufs dedans. Voilà. Alors nous allons commencer par étaler la pâte. Nous allons donc maintenant l'étaler et la couper à la taille de notre babka. Alors, je vais mettre un mélange de beurre et de chocolat, sur la pâte que je vais étaler, et ensuite je vais rouler très rapidement la pâte sur elle-même. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mélange de chocolat et de beurre avec un petit peu de sucre pour le maintenir, voilà. Il va durcir à l'intérieur de la pâte
Et c'est ce qui va créer, voilà, notre babka. Donc vous voyez, une fois qu'on a roulé la pâte sur elle-même, on retrouve notre pâte et notre chocolat. On va couper ce cylindre en deux, voilà, et nous allons le tresser. Donc en fait, on pose simplement, voilà. Et voilà notre babka. Une fois qu'on les a tressés, on va les laisser pousser pendant 1 heure à peu près à 25-30 degrés, comme je dis, dans une pièce ou au-dessus d'un radiateur. Pour nous, on se sert évidemment de notre matériel. Et voilà, là, vous voyez, ça commence à prendre du volume. Au bout d'1 heure, nos tresses ont bien poussé. Voilà. Et maintenant, elles vont aller au four pendant 15 minutes. Voilà, ça fait 15 minutes, donc maintenant on va passer au final. Le final, c'est passer un petit peu de sirop, voilà, pour les faire briller, pour garder le moelleux de la babka, et voilà, c'est fini. Les expressions populaires, renoncer à deviner. Les Français disent donner sa langue au chat. Que dit-on ailleurs? Regardez. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Au Royaume-Uni, on dit to throw in the towel, ce qui signifie jeter la serviette. En Espagne, on dit dar la lengua al gato, donner sa langue au chat. En Italie, on dit itari a spugna, cela veut dire jeter l'éponge. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV 78. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Zone Europe. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.